Il est 11 heures. Bonjour et bienvenue au webinaire AFF Le Rameau sur les modèles socio-économiques. Alors nous sommes très heureux de pouvoir avoir ce webinaire commun. L'AFF et Le Rameau cheminent de très longue date ensemble sur des questions conjointes de leurs travaux. L'année dernière, nous avions eu l'occasion de travailler ensemble sur le mécénat territorial et cette année, nous avons choisi dans le cadre de notre partenariat de cheminer sur la question des modèles socio-économiques puisque l'année dernière, le Rameau a publié, après une décennie de recherche, un référentiel sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, leurs spécificités. Et c'est à la suite de cette publication qui avait été lancée avec le secrétaire d'État Gabriel Attal que ce dernier nous a confié, avec la députée Cathy Racombouzon et moi-même, la charge d'une mission ministérielle sur spécifiquement le développement des alliances stratégiques. Donc il était finalement tout à fait de bon ton dans la continuité de notre partenariat historique de partager cette année les réflexions sur la question des modèles socio-économiques. Alors, il est toujours important lorsque l'on parle d'un sujet aussi complexe de pouvoir regarder comment a été le cheminement et puis de quel point de vue on parle. Je le disais, nous avons publié l'année dernière, après un cheminement d'une décennie de recherche, commencé en 2008, avec, historiquement parlant, un partenariat avec l'AFM Téléthon, l'un des modèles économiques à la fois les plus simples et les plus complexes du secteur associatif en France. Comment est-ce que finalement, de l'engagement de personnes en vendant des crêpes et des ballons, on devient leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires. Et puis, en 2010, nous avons évolué avec la question de la Croix-Rouge française, puisque, autre question, lorsque l'on est finalement auxiliaire des pouvoirs publics avec, à l'époque, 80 métiers, aujourd'hui 120, eh bien, finalement, quelle est la cohérence de son modèle socio-économique, voire de ses modèles socio-économiques à l'intérieur d'un seul. Et puis nous avons bien évidemment continué à cheminer, et notamment à cheminer collectivement avec le mouvement associatif, où nous avons publié en 2014 la première typologie des modèles socio-économiques d'intérêt général, pour justement montrer et faire la pédagogie de la spécificité de ces modèles par rapport à d'autres modèles économiques, que ce soit les modèles économiques des entreprises, que ce soit ceux des acteurs publics, que ce soit ceux même de l'économie à impact. Nous aurons notamment dans ce webinaire à faire un point spécifique sur la différence entre les modèles d'intérêt général et ceux de l'économie à impact, qui sont souvent confondus et qui sont souvent une des erreurs majeures d'ailleurs dans les points de modèles socio-économiques, ce qui veut bien dire que la pédagogie est essentielle. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons, à partir de 2014, fait tout un cheminement à la fois avec un certain nombre de secteurs d'activité, comme le secteur de l'environnement, notamment avec le CRDLA environnement, mais aussi bien évidemment avec un certain nombre de territoires. Nous avons notamment une expérimentation en cours actuellement avec PIE sur l'Île-de-France pour voir comment est-ce qu'on peut finalement au plus près des territoires faire partager cette connaissance des modèles socio-économiques. Et donc ce cheminement d'une décennie a donné lieu l'année dernière à la fois à un référentiel qui publie l'ensemble des recherches et puis à un MOOC conjointement avec les SEC, puisque traditionnellement dans les travaux de recherche du Rameau, une fois que nous sommes suffisamment à maturité finalement pour partager largement la recherche de terrain, eh bien à la fois nous publions un référentiel, à la fois nous avons un centre de ressources numériques et vous retrouverez notamment sur la plateforme l'innovation territoriale en action tout ce que nous allons nous dire sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, et puis un outil de formation qui permet d'aller beaucoup plus loin, et c'est le MOOC que nous avons fait avec les SEC sur les nouveaux modèles économiques associatifs. Mais pour pouvoir partager tout cela, c'est très bien d'avoir finalement ces outils de référence, mais il faut aussi et surtout travailler avec les acteurs qui finalement sont au contact directement de ces sujets-là, d'où le partenariat avec l'AFF.
Notre positionnement de laboratoire de recherche, juste un mot là-dessus, c'est vraiment de partir de l'expérience de terrain, de capitaliser cette expérience, de pouvoir, à travers l'Observatoire des partenariats, avoir des études de référence pour savoir ce que les citoyens en pensent, ce que les élus en pensent, ce que les dirigeants associatifs en pensent, ce que les dirigeants d'entreprise en pensent, pour pouvoir finalement avoir une dynamique qui permet de savoir quelle est la maturité sur un sujet. Et c'est dans ce cadre-là notamment que le dernier programme de recherche de l'Observatoire sur le programme Impact a analysé plus particulièrement quelle était notre capacité à appréhender cette question-là. Donc nous sommes très heureux de pouvoir avec l'AFF finalement aujourd'hui vous faire part de tout ce cheminement d'une décennie de recherche et de pouvoir savoir à travers l'action de l'AFF comment très concrètement pouvoir aider les fundraisers à pouvoir s'en saisir. Oui, merci beaucoup de votre accueil. Donc, je suis Laurence Le Ciotto, responsable du développement et de l'animation du réseau à l'Association française des fundraisers. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir concrétiser une première étape dans notre partenariat en animant ce webinaire en commun. Je vais peut-être juste représenter rapidement l'AFF pour ceux qui nous découvriraient à l'occasion de ce webinaire. Je vais vous le présenter au niveau de la vision, mission, valeur. Vous verrez pourquoi je vous le présente sous ce format-là, puisqu'on y reviendra par la suite. Donc l'AFF fêtera ses 30 ans l'année prochaine. C'est à la base une association qui a été créée par des fundraisers qui faisaient ce métier à la base plutôt dans des associations, dans des ONG, et qui se sentaient parfois un petit peu seuls dans leur structure et qui avaient besoin d'échanger, de pouvoir échanger, de pouvoir partager leurs pratiques, de pouvoir aussi aborder les questions de déontologie finalement très liées à cette fonction. Et c'est comme ça que l'association est née. Aujourd'hui, la vision de l'AFF, c'est d'être un réseau qui fédère des personnes qui s'engagent à donner les moyens à des causes d'intérêt général pour bâtir un monde plus solidaire. Donc ça, c'est la vision aujourd'hui. Donc on a fait un gros travail là-dessus l'année dernière pour repositionner tout ça. C'est important de se re-questionner régulièrement puisque tout ça n'est pas forcément figé et est amené à évoluer dans le temps aussi pour répondre aussi aux attentes de nos adhérents qui sont quand même c'est quand même notre première mission avant tout de répondre aux attentes de nos adhérents. Et donc après, ça se décline en différentes missions, donc notamment de faire reconnaître la profession de fundraiser. Donc il y a 30 ans, effectivement, c'était une profession qui était très peu connue. Aujourd'hui, c'est un peu plus connu. C'est pas forcément très reconnu encore dans toutes les organisations. Enfin, l'importance de cette fonction n'est pas toujours aussi importante qu'on le souhaiterait. Ensuite, on a pour mission de toujours continuer à améliorer la pratique professionnelle, voilà, puisque c'est un métier qui évolue sans cesse, donc il faut toujours toujours s'adapter pour être en phase avec la pratique professionnelle d'un métier très exigeant. Ensuite, on a développé une mission de formation. Donc ça s'est mis en place il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant. C'était pas une mission au départ de l'AFF, mais effectivement, quand on veut devenir fundraiser aujourd'hui, on n'a pas forcément une formation initiale d'ailleurs pour devenir fundraiser. Bien souvent, les gens viennent de différents types de formations. Ça peut être plutôt des formations commerciales, communication, management. Ça peut être assez large. Quand on interroge nos adhérents sur leur parcours, ça peut parfois être très surprenant même. Donc là, notre mission, c'est effectivement de pouvoir proposer des formations continues à nos membres pour justement les accompagner dans tous les enjeux qui les attendent et de pouvoir toujours adapter leurs compétences aux exigences de ce métier. Et ensuite, notre autre mission, c'est d'être un centre de ressources. Donc ça, c'est un peu comme le rameau, effectivement. Donc là, on met à disposition de toute personne qui s'intéresse au métier un certain nombre de choses donc en libre accès sur notre site internet. Et après, on a également un magazine trimestriel qui s'appelle Fundraising, qui est adressé à nos adhérents. On a des newsletters, on a un petit livre qui a été publié il y a quelques années maintenant, mais qui est quand même très bien pour avoir les bases, les clés du fundraising. Enfin voilà, on essaye de développer pas mal de choses, d'organiser également des webinaires comme celui-ci.
Et puis ensuite, les valeurs de l'AFF, c'est d'être dans l'ouverture, dans l'engagement, le partage, l'exigence et quand même la convivialité, c'est très important. Donc on a aussi des moments de grande convivialité, des afterworks, ce genre de choses où l'idée c'est juste d'échanger voilà, entre personnes qui s'intéressent à ce métier. Donc l'AFF, donc l'année dernière, on a atteint plus de 1100 adhérents, en sachant que nos adhérents sont des personnes physiques, ce sont des fundraisers ou des personnes qui ont envie de devenir fundraisers, en tout cas qui s'intéressent à ce métier. Ce ne sont pas des structures. On a organisé plus de 70 rendez-vous à la fois à Paris et en région, puisqu'on a également un réseau très actif en région. On a donc chaque région quasiment une équipe qui est coordonnée par 2 ou 3 personnes, des fundraisers qui sont bénévoles pour l'AFF, pour organiser la vie locale en fait des fundraisers. Donc ça peut être des petits déjeuners, des déjeuners, voire même des colloques. Ça sera le cas mardi prochain à Lyon. Ils organisent un colloque très intéressant en forme de serious game. Donc là, voilà, les gens seront répartis par équipe et vont devoir travailler sur des cas concrets d'associations qui ont des projets à financer. Donc ça sera vraiment une mise en pratique réelle. Donc si vous êtes dans la région lyonnaise, je vous invite à vous inscrire. Ça sera mardi prochain. Et ensuite, on fait énormément effectivement de formations. Donc là, l'année dernière, on a eu plus de 100 journées de formation. Voilà. On a quasiment toutes les semaines des formations dans nos locaux à l'AFF. Et donc voilà, globalement, on peut dire qu'on a réuni plus de 2000 fundraisers entre nos différents rendez-vous et formations en 2019 et on espère que ça va continuer en 2020. Alors bonjour, je suis Élodie Julien, je travaille au Rameau avec Charles Benoît et donc tous les trois on va être à l'animation de ce webinaire. Donc ce qu'on vous propose c'est d'aborder finalement quatre sujets. Déjà se dire finalement de quoi on parle, qu'est-ce que c'est qu'un modèle socio-économique, de vous présenter les différents modèles que l'on a identifiés et puis les leviers pour agir très concrètement. Et puis ensuite on laissera la parole à l'AFF qui nous présentera les outils du fundraising. Ce webinaire, il est également interactif. Vous verrez qu'on sera à votre écoute si jamais vous avez des remarques et des questions. Et pour ça, vous avez complètement en bas à droite de votre écran un petit onglet qui s'appelle le live chat. Donc, si vous avez des questions, il y en a déjà certains qui commencent à échanger. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager votre expérience. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce que le modèle socio-économique ? Donc nous, côté Rameau, il n'y a pas vraiment de définition générique du modèle socio-économique. Ce qu'on peut dire très concrètement quand même, c'est que finalement, ça regroupe l'ensemble des ressources, des différentes natures de ressources qu'il faut mobiliser pour réaliser un projet. C'est vraiment un outil au service du projet. Et cet outil, finalement, il repose sur 3 leviers qui sont complémentaires. Tout d'abord, ce qu'on appelle les richesses humaines, qui peuvent être de nature très différente. Ça peut être des salariés, mais évidemment, dans une association, on pourra aussi y retrouver des bénévoles, on peut y retrouver des personnes en mécénat de compétences, des stagiaires, des volontaires en service civique. Donc, c'est toutes les compétences à mobiliser, les différents profils. Ensuite, il y a évidemment les ressources financières qui vont permettre d'agir très concrètement. Et puis, les différentes alliances que la structure va pouvoir développer à la fois pour agir avec d'autres et puis finalement créer des synergies au sein de son écosystème. Donc, différentes natures de ressources qu'il faut mobiliser pour la réalisation de son projet. Et le modèle socio-économique n'est pas à confondre également avec l'analyse financière qui est plus focalisée sur le pilotage de son activité. Charles Benoît parlait tout à l'heure de nos travaux de recherche et sur la question des modèles socio-économiques, Charles Benoît l'a dit, on a beaucoup travaillé sur le sujet, on continue à travailler sur le sujet, on s'est vraiment concentré notamment sur la question du modèle socio-économique du secteur associatif d'intérêt général. Donc c'est pour ça qu'on vous donne des illustrations, des chiffres clés du secteur associatif par rapport à ces 3 leviers que je viens de présenter. S'agissant des richesses humaines, c'est intéressant de rappeler qu'il y a 12,7 millions de bénévoles qui travaillent, qui apportent leurs compétences au sein du secteur associatif et quasiment 1,8 million de salariés. S'agissant du budget, on est à 113 milliards d'euros pour le budget du secteur associatif. Et s'agissant des alliances, l'Observatoire des partenariats a recensé 1,2 million de partenariats, notamment entre associations et entreprises. Donc, déjà, rien que par ces chiffres du secteur associatif, le secteur associatif est un acteur socio-économique qui est majeur
et qu'il faut évidemment prendre en compte. Peut-être juste un point pour expliquer pourquoi un laboratoire de recherche sur la co-construction s'est saisi spécifiquement des structures d'intérêt général et particulièrement des associations d'intérêt général. Tout simplement parce que, on va le voir dans la suite de ce webinaire, ce sont les plus complexes des modèles socio-économiques. Et comme vous pouvez le voir sur ces trois leviers, parce que ce sont des acteurs d'intérêt général, les acteurs par nature qui peuvent utiliser le plus de leviers, à la fois le levier de richesse humaine, à la fois le levier financier, à la fois le levier d'alliance. Et c'est bien par la spécificité de son intérêt général qu'effectivement cette mixité naturelle qui existe, j'allais dire, depuis 1900, depuis la loi sur la création de l'association et de la société BT, à partir du moment où elle est d'intérêt général, elle a le droit finalement de mixer par excellence l'ensemble de ces ressources. Et donc, c'était très intéressant de voir, historiquement parlant, le plus complexe des modèles socio-économiques. Surtout à un moment donné, où ne vous achetez pas que la question de l'hybridation des modèles socio-économiques impacte tout le monde, c'est-à-dire impacte à la fois, bien sûr, les acteurs publics, bien sûr, les autres associations, pas que celles qui sont d'intérêt général, bien sûr, les autres acteurs de l'ESS, et puis, d'une manière générale, aussi l'entreprise dans sa globalité. Donc, historiquement parlant, ce sont les acteurs qui, parce qu'elles sont d'intérêt général, ont pu utiliser l'ensemble des leviers à disposition d'un modèle socio-économique, ce que, par nature, les autres acteurs ne peuvent pas faire, nous allons y revenir, mais c'était donc très intéressant en tant que chercheur de commencer par étudier le plus complexe des modèles socio-économiques. Un peu, je citais tout à l'heure la FN Téléthon, pourquoi est-ce que nous sommes leader mondial des biothérapies génétiques et cellulaires aujourd'hui en France? Eh bien, parce qu'en s'attaquant aux maladies neuromusculaires, qui sont les plus complexes des maladies rares, eh bien, on découvre plein de choses pour les maladies fréquentes. Il en est exactement de même pour les modèles d'intérêt général, comme ce sont les plus complexes, eh bien, en étudiant ces modèles socio-économiques, on découvre plein de choses pour à la fois les acteurs publics, les modèles socio-économiques d'acteurs publics, pour bien évidemment les acteurs économiques dans leur diversité, et puis bien évidemment aussi pour l'économie impact, nous allons y revenir. Mais c'est vraiment important de comprendre que cette diversité de leviers disponibles pour les structures d'intérêt général constitue même l'histoire des associations d'intérêt général en France. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Bien au contraire, c'est 100 ans d'histoire que l'on peut analyser à travers cette diversité-là, puisque jusqu'à présent, c'était les seuls à pouvoir réellement hybrider leur modèle socio-économique. Et donc, nous avons énormément à apprendre des structures d'intérêt général pour comprendre finalement l'évolution des modèles socio-économiques à un moment donné où il n'aura échappé à personne que nous sommes à la fois dans un accroissement énorme des besoins sociétaux et à la fois dans une raréfaction des ressources, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient humaines ou financières. Et donc, dans ce contexte-là, il est bien évident que l'historique et la connaissance et le savoir-faire des associations d'intérêt général sur cette hybridation des modèles socio-économiques est extrêmement utile à tous, d'où le fait d'avoir pendant 10 ans capitalisé leur histoire, capitalisé leur recherche pour pouvoir la faire partager à tous qui bénéficient aujourd'hui à un grand nombre, y compris notamment à l'économie impact. Alors, justement, pour continuer donc, de vous présenter ces différents modèles, donc, ce qu'on voulait vous présenter, c'est finalement que pour comprendre les modèles d'intérêt général, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, c'est qui apporte les ressources? Est-ce que ce sont les membres? Est-ce que ce sont des acteurs publics? Est-ce que ce sont des acteurs privés? Que ce soit des personnes ou des organisations? Et en fonction de ces ressources, quels sont les objectifs de chacune de ces ressources? Est-ce qu'il y a une contrepartie face à cette contribution? Est-ce qu'il y a un service qui est attendu ou est-ce qu'il n'y a pas de service attendu? Par exemple, pour ce qui est des membres, s'il y a un service en contrepartie de la contribution, finalement, on est dans une logique de cotisation de type abonnement. S'il n'y a pas de contrepartie, on est plutôt dans une logique de cotisation militante. S'agissant des acteurs publics, s'il y a une contrepartie, on est plutôt dans une contribution de forme commande publique, délégation de service public, alors que s'il n'y a pas de contrepartie, on est bien sur des subventions. Et puis s'agissant des acteurs privés, s'ils attendent une contrepartie, on sera donc dans une relation de prestation de service, alors que s'il n'y a pas de contrepartie, on est dans une logique de don, si on est une personne, ou une logique de mécénat pour les organisations. Donc en fonction de savoir si finalement il y a une contrepartie ou pas de contrepartie, d'un côté, donc s'il n'y a pas de contrepartie, on est bien dans des modèles
de structure d'intérêt général, s'il y a une contrepartie, on est dans un modèle plutôt d'opérateur d'utilité sociale. Et donc, selon nous, il y a vraiment ces questions-là qu'il faut se poser pour bien distinguer ces deux grands types de modèles qui ne sont pas les mêmes, qui donc ont des spécificités très particulières. Et sur ce point-là, je tiens à souligner, c'était tout l'enjeu du référentiel qui a été publié l'année dernière pour mettre en avant la spécificité de ces modèles d'intérêt général et ne surtout pas les confondre avec les modèles d'économie à impact. D'ailleurs, ce message-là a été repris au plus haut niveau de l'État puisque le secrétaire d'État Gabriel Attal a insisté lors du lancement de ce référentiel sur l'importance de bien distinguer ces deux modèles et justement de bien comprendre ces deux modèles pour pouvoir les développer l'un et l'autre et éviter toute confusion. Mais c'est aussi important de voir que les frontières finalement évoluant, il est très important de bien comprendre dans quel modèle on se trouve. Pourquoi? Parce que les leviers que l'on va utiliser ne vont pas être les mêmes. Et souvent, on se focalise sur le levier financier. Notamment sur la question du mécénat. Est-ce qu'on peut utiliser finalement du mécénat dans un acteur économique d'utilité sociale ou est-ce qu'il faut le réserver aux structures d'intérêt général? Il faut bien prendre en considération que la question de cette différence entre une structure d'intérêt général et un acteur économique d'utilité sociale ne se fait pas tant savoir en termes de modèle économique sur les leviers financiers, mais sur les leviers de ressources humaines. Pourquoi? Parce que par la loi, et c'est complètement logique, le bénévolat d'activité, je ne parle pas du bénévolat de gouvernance, qui est une autre logique, mais le bénévolat d'activité est nécessairement réservé aux acteurs qui sont d'intérêt général et qui ne reposent pas sur un revenu d'activité. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le droit du travail qui serait finalement demain remis en cause. Et je prends toujours cet exemple-là, mais nos amis du groupe La Poste assurent des missions d'intérêt général et heureusement, elles sont faites par les postiers qui tous les jours, enfin 6 jours sur 7, vont dans toutes les maisons de France distribuer le courrier. Si demain la question était posée de savoir finalement, est-ce que le bénévolat pourrait être pour tous? Vous imaginez bien la conséquence immédiate que ça aurait sur les métiers de postier. Si demain ils deviennent bénévoles, on va changer un tout petit peu la donne. Donc, il est très important de bien comprendre que il ne s'agit pas simplement d'une logique un peu, j'allais dire, au choix de chacun. Il s'agit de bien positionner son projet pour savoir si on est une structure d'intérêt général, c'est-à-dire fondamentalement que l'on ne repose pas sur un revenu d'activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une partie de cet élément-là, mais que ça ne repose pas fondamentalement sur un revenu d'activité, et les structures qui, au contraire, reposent sur un revenu d'activité, et ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas utiliser à la marge d'autres leviers. Mais c'est bien un élément absolument fondamental, parce que le droit n'est pas le même, et que aujourd'hui, cette question-là est d'autant plus importante que nous l'avons vu tout à l'heure, 12,7 millions de bénévoles aujourd'hui agissent au service des missions d'intérêt général et qu'il est bien évident qu'il ne faut pas confondre les deux modèles dont il est question. Nous devons impérativement en France avoir à la fois une préservation de nos modèles d'intérêt général. C'est une spécificité mondiale. Donc, la R&D sociétale qu'on a pu faire depuis une centaine d'années grâce à ça, c'est une vraie richesse qu'il faut préserver. Et bien évidemment, aujourd'hui, où l'économie à impact se développe, inventer les modèles qui sont en cohérence avec ces nouvelles formes d'économie, ces nouveaux modèles, j'allais dire, de revenus d'activité qui vont mixer une ambition sociétale et un modèle économique de revenus d'activité. Cette différence-là, et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce webinaire, c'est que il est absolument indispensable aujourd'hui, parce que nous avons cette richesse française, d'à la fois promouvoir les nouveaux modèles d'économie à impact, mais aussi et surtout de préserver ce qui fait la richesse et la spécificité de la France pour travailler sur ces questions d'intérêt général, les modèles d'intérêt général. Alors justement, par rapport à ces modèles socio-économiques, associatifs d'intérêt général, on a identifié une typologie de ces modèles, on en a 7. Et donc derrière cette typologie, en fait, on voit 3 logiques de financement qui sont complémentaires. La première, c'est la contribution des membres. Ensuite, il y a les revenus d'activité dont on vient de parler. Et puis le financement par un tiers, qu'il soit public ou privé. Donc derrière cette typologie, en fait, ces 3 logiques de financement, on a identifié 7 modèles socio-économiques.
Donc le premier qu'on en a appelé M1, qui est finalement l'autonomie des membres, c'est vraiment les membres qui, par leur cotisation, permettent à la structure, à son modèle économique d'être pérenne. On retrouve beaucoup dans ces associations, toutes les associations militantes, par exemple, on mettait comme exemple Greenpeace. Ensuite, sur les logiques de financement de revenus d'activité, on a deux autres modèles. Donc M2 qui est des prestations et comment on valorise le savoir-faire de la structure. On retrouve un certain nombre d'associations de la culture, des entreprises d'insertion, notamment on verra tout à l'heure l'exemple des délices d'Alice. Le troisième modèle qui est toujours basé sur des revenus d'activité, mais dans une logique d'opérateur de politique publique. Et on retrouve beaucoup de ces modèles derrière dans le secteur du sanitaire et social. Et également, on verra l'exemple de l'association des cités du secours catholique. Enfin, sur la troisième logique de financement, qui est le financement par un tiers, deux distinctions à avoir, ce sont les financements publics et les financements privés. S'agissant des modèles basés sur les financements publics, il y a les modèles basés sur la subvention publique, là, il y a énormément d'associations qui sont financées par la subvention publique. Et puis, il y a aussi le modèle M5, que l'on appelle abondamment, qu'on retrouve beaucoup au niveau international, où finalement ce sont les structures qui avancent leur financement et qui, par ce financement, peut être abondé par une institution. Et enfin, dans les financements privés, on retrouve les logiques de mobilisation privée, notamment par du mécénat. On verra l'exemple de l'AFM Téléthon et les modèles qu'on appelle mutualisés. Et on a pris l'exemple de la médiation sociale et de la structure PIMS qui a été créée par finalement un certain nombre d'entreprises pour mutualiser leurs ressources pour permettre à cette structure de pouvoir réaliser son projet associatif. Donc cette typologie, ce qui est à bien voir, c'est une typologie qu'il faut comprendre sous l'angle du modèle dominant, c'est-à-dire que chaque structure n'est pas uniquement M4, n'est pas uniquement M2, mais c'est de voir que chaque structure finalement a un modèle qui concentre la majorité de ses ressources, soit sous la subvention publique, soit sous la prestation, soit sous un autre modèle. Mais évidemment, ça n'empêche pas de pouvoir hybrider avec d'autres natures de ressources. À titre d'exemple, on a voulu donc vous présenter, illustrer cette typologie. Donc l'AFM dont je viens de parler, qui son modèle dominant est bien celui de la mobilisation privée par de la collecte auprès de particuliers, notamment avec le Téléthon, mais aussi avec du mécénat d'entreprise. Donc à 90%, son modèle dominant, donc c'est la mobilisation privée, mais elle aussi diversifie ses ressources avec de la subvention publique et des prestations et la valorisation de son savoir-faire. Autre exemple, on a voulu vous présenter donc celui des cités du secours catholique. Son modèle dominant, c'est celui d'être un opérateur de politique publique, mais également une diversification de ses ressources par de la prestation, et puis dans une moindre mesure quand même des cotisations, de la subvention publique, et puis ensuite vraiment dans une moindre mesure de la mobilisation privée. Et puis dernier exemple qu'on voulait vous présenter d'une entreprise d'insertion qui sont les délices d'Alice, où là, typiquement, en tant qu'entreprise d'insertion, son modèle dominant, c'est vraiment de faire de la prestation et de valoriser son savoir-faire, mais malgré tout, elle complète son modèle par de la subvention publique et dans une moindre mesure quand même par de la mobilisation privée. Donc on voit que chaque structure a son modèle dominant parce que c'est là où se concentre la majorité de ses ressources, mais bien sûr, il y a une articulation, une mixité des natures de financement qui viennent compléter ce modèle dominant. Il est intéressant, pour bien reprendre cette différence entre les acteurs, opérateurs économiques d'utilité sociale et les structures d'intérêt général, de reprendre par exemple l'exemple de l'insertion, puisque historiquement parlant, dans le monde associatif, cette mixité finalement entre les deux modèles a émergé depuis une trentaine d'années dans les structures d'insertion par l'activité économique, sur lesquelles on va retrouver ces deux types d'acteurs. Et ces deux types d'acteurs, eh bien, on les retrouve très clairement à travers leur modèle socio-économique, puisque si vous êtes un chantier d'insertion, vous êtes une structure d'intérêt général et reconnue comme telle, et vous ne pouvez pas avoir un revenu d'activité qui est supérieur finalement à 40% de votre modèle socio-économique. Il est pris en charge à 60% par du subventionnement, et quelque part, vous pouvez avoir
partie qui va permettre de revenir de l'activité des personnes en insertion qui vont vendre une partie de la prestation, mais quelque part, on est bien dans un objectif d'insertion sur lequel il ne s'agit pas finalement d'être d'abord dans une vente de prestations, il s'agit d'abord d'être dans la remise à flot, de la reprise de confiance des personnes, et donc on est bien dans une fonction et dans une mission d'intérêt général dans lequel finalement la fonction de vente est secondaire. Dans l'entreprise d'insertion, ce qui se caractérise par un modèle socio-économique où, à l'inverse, vous devez avoir 70% de revenus d'activité et 30% de subventions, on est dans un autre schéma, celui sur lequel il est considéré que les personnes en insertion, souvent des personnes déjà plus en confiance en elles, le chantier d'insertion va permettre de remettre dans une capacité d'apprendre un métier, de se professionnaliser. Et dans l'entreprise d'insertion, on est justement dans l'étape d'après qui va être des personnes qui sont un peu plus solides, un peu plus consolidées et qui vont permettre de dire mais je vais finalement revenir vers un emploi de droit commun en passant par ce SAS qu'est l'entreprise d'insertion. Et dans ce cadre-là, le fait d'avoir un revenu d'activité n'est pas seulement finalement une logique de modèle économique, c'est aussi de mettre les personnes en insertion dans la situation la plus proche possible de la situation de la sortie vers laquelle ils vont aller derrière. Et donc on voit bien que dans un cas, le modèle socio-économique est extrêmement dépendant des financements parce que l'objectif n'est pas d'avoir un revenu d'activité de la structure, mais bien d'insérer la personne, alors que dans l'autre cas, le fait d'avoir un modèle économique est un élément de réinsertion de la personne. Et quelque part, d'être dans les conditions professionnelles les plus proches possibles de ce que les personnes en insertion vont connaître quand ensuite elles vont aller dans une entreprise plus classique. Et donc, c'est très important de voir que dans un cas, on est dans une structure économique finalement d'utilité à impact social, puisque bien évidemment, les entreprises d'insertion sont au cœur de ce sujet-là, et les 30% finalement de subventions sont bien pour prendre en considération ce cœur de métier d'accompagnateur social qui est au cœur de ce projet, et dans l'autre cas, c'est bien évidemment d'accompagner finalement la personne à se remettre en capacité demain de pouvoir aller sur le marché du travail, et là on est bien dans une structure d'intérêt général. Donc on voit bien que sur la même vocation, hein, celle d'insérer des personnes finalement, eh bien dans un cas, lorsqu'elles sont trop fragiles pour pouvoir être directement dans le sujet, on va être dans une structure d'intérêt général, et l'autre, lorsque l'on va être dans une passerelle, dans un SAS de sujet, on va être dans un opérateur économique d'utilité sociale. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Ce qu'on vous propose, c'est de finir la petite présentation, puis on y répondra évidemment. Donc, pour terminer sur cette typologie, hein, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une grille de lecture qui doit aider finalement à se positionner et notamment à faire le lien entre son modèle socio-économique et le projet au service duquel il est là. Alors, on voulait juste vous rappeler, avant de faire ce lien, quelles sont les différentes missions d'intérêt général. D'abord, de dire que le secteur associatif, et c'est le lieu d'incarnation de l'engagement bénévole, hein, et donc, du coup, derrière les missions du secteur associatif, c'est notamment d'animer l'engagement, c'est du plaidoyer, c'est de la représentation de bénéficiaires. Deuxième grand type de fonction et mission, c'est que le secteur associatif est un secteur qui a une grande capacité d'innovation, puisqu'il est en proximité avec le terrain et les acteurs, il connaît bien les fragilités. Donc, en termes de mission, on voit que souvent, le secteur associatif porte de la R&D empirique et notamment aussi de la capitalisation de ses connaissances. Et puis, dernière fonction-mission, c'est que dans certains cas, dans certains domaines, le secteur associatif peut être aussi un opérateur qui vient en complément des opérateurs publics et ou privés. Et donc, dans ces cas-là, il apporte des services, de l'accompagnement des fragilités. Donc, trois grandes missions d'intérêt général qui peuvent aussi impacter le modèle socio-économique, puisque on fait cette corrélation entre mission d'intérêt général et modèle socio-économique, où on voit que souvent, les missions d'animation de l'engagement, de plaidoyer et de représentation sont en partie portées par ce qu'on appelle donc le modèle économique d'autonomie des membres, donc c'est des cotisations, mais pas que, c'est-à-dire que aussi peut être financé par un tiers, qu'il soit public ou privé. Ce financement par tiers va être souvent pertinent, très souvent pertinent pour porter cette fameuse capacité d'innovation, la R&D et la capitalisation des connaissances, mais aussi
la capacité d'action des associations, et notamment lorsque ces actions sont portées essentiellement par des bénévoles. Et puis, on voit un revenu d'activité qui permet de soutenir les actions, et puis le modèle mutualisé qui permet également, de façon très pertinente, de pouvoir soutenir la R&D, la capacité d'innovation des associations et leur capacité d'action. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque grande mission, il y a un modèle dominant qui nous semble le plus pertinent, qu'il faut avoir en tête justement pour corréler les missions et les activités qui sont portées par le projet et son modèle socio-économique. Donc il y a une cohérence à avoir. Alors, avant de passer à la partie suivante, 2 questions. La première qui est de Sudre, qui demande, est-ce qu'on peut, Charles Benoît, définir plus précisément la notion d'économie et impact dont vous parliez tout à l'heure? Alors vaste question. Hein. C'est toute une définition qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous voyez que suite à la loi 2014 sur l'ESS, cette question finalement de la diversité des façons d'intervenir sur l'économie a été posée. Vous voyez aussi que du point de vue, donc là on est finalement l'ouverture de l'ESS vers d'autres modèles. Et d'ailleurs on voit bien que l'agrément ESUS a été ouvert à d'autres statuts qu'historiquement parlant, ceux qui étaient les associations et les acteurs traditionnels de l'ESS, mutuelles et coopératives, ce qui montre bien finalement que ces acteurs à impact finalement se diversifient. Et de l'autre côté, j'allais dire de la partie économie plus classique, il n'aura échappé à personne que la loi Pacte de l'année dernière finalement ouvre la possibilité pour certains acteurs économiques plus classiques de se rapprocher finalement de missions avec de raisons d'être qui peut se rapprocher sur ce sujet-là. Donc l'économie à impact, justement, elle est en train de se déterminer et c'est sans doute là où les frontières sont un peu floues aujourd'hui entre ce qui vient des acteurs traditionnels, historiquement parlant, qui ont privilégié finalement la façon d'une gouvernance participative par rapport finalement à une façon de partager les richesses que l'on retrouve dans le SS, et de l'autre côté finalement une économie plus classique qui est en train d'évoluer vers une économie plus à impact. Je vous invite d'ailleurs, si ce point-là vous intéresse, à regarder dans le référentiel sur les modèles socio-économiques d'intérêt général que l'on a publié, la typologie qui a été publiée par Yves Pillet il y a quelques années pour justement distinguer l'ensemble des acteurs, et on voit bien que cette logique-là, finalement, les nouvelles frontières sont en train de se définir. Et c'est parce que les nouvelles frontières se définissent finalement qu'il est important de dire finalement il y a l'économie classique que l'on connaît historiquement parlant, il y a les structures d'intérêt général dont on vient de parler et d'évoquer leur spécificité. Et puis, entre les deux, est en train de naître une économie un peu mixte, un peu variée. Et encore une fois, les structures d'insertion par l'activité économique en ont ouvert un peu la voie depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, où en fait, on va mixer les deux. C'est-à-dire, on va mixer une volonté d'avoir d'abord, en priorité, une mission finalement d'utilité sociale, c'est-à-dire de répondre à un besoin mal ou non pourvu aujourd'hui, et en même temps, de reposer sur un modèle socio-économique pérenne par ses propres revenus d'activité. Encore une fois, les structures d'insertion par l'activité économique ont posé et ouvert cette voie-là, mais hier, nous étions au Bernardin avec la Croix-Rouge. La Croix-Rouge expérimente, au-delà de ses missions d'intérêt général et son modèle d'intérêt général, de nouvelles formes finalement d'entreprendre, notamment avec l'accélérateur d'innovation sociale, qui est justement pour faire émerger de nouveaux modèles socio-économiques à impact. Donc, définir aujourd'hui l'économie à impact est un peu impossible puisque c'est une nouvelle frontière qui est en train de s'inventer, une troisième voie qui est en train de s'inventer entre l'action d'intérêt général que l'on connaît bien, porté bien sûr par les associations d'intérêt général, mais on aurait pu aussi parler bien évidemment de l'acteur public dans la redistribution des impôts. Hein. C'est le premier et historiquement parlant le plus actif des acteurs d'intérêt général, c'est quand même l'acteur public. Et puis de l'autre côté, l'économie de marché, dont on voit qu'elle est en train de se transformer, j'allais dire, muter. Mais que néanmoins, demain, on aura ces trois modes très complémentaires de modèles socio-économiques, puisque il est bien clair que
quelles que soient les évolutions, nous aurons toujours une solidarité qui passera et par la redistribution et par les structures d'intérêt général pour traiter les cas les plus fragiles, et c'est bien ça la mission d'intérêt général. De l'autre côté, on aura toujours des revenus d'activité par une économie de marché qui sera certes de plus en plus, j'allais dire, éthique, mais la vente de produits et de services continuera à vivre demain, on peut le penser. Et entre deux, en revanche, sans doute ce qui est en train de naître et de se consolider de plus en plus, c'est une économie à impact qui va privilégier, pour finalement répondre aux grands défis de société, une capacité à inventer de nouveaux modèles. Et c'est bien ça la troisième voie dont il est question dans l'économie à impact, que personne ne peut aujourd'hui prétendre avoir complètement ni inventé, ni, j'allais dire, défini. Je voudrais juste insister sur le fait que notre conviction, depuis 2013, nous avons fait un rapport au gouvernement au moment des assises de l'entrepreneuriat où nous étions mobilisés dans le groupe 5 sur l'entreprise responsable. Notre conviction est que cette nouvelle économie impact, ce n'est pas une économie impact où une organisation finalement aurait la convergence de toutes ces fonctions, mais bien une capacité des acteurs complémentaires, l'acteur public, les structures d'intérêt général, les acteurs économiques dans leur grande diversité, finalement à inventer ensemble, à conjointement inventer finalement des solutions que aucune d'entre elles dans le modèle actuel ne peut porter. Donc sans doute, selon nous, mais ça c'est une hypothèse de recherche sur laquelle nous travaillons actuellement, l'économie à impact sera demain une économie réellement collaborative, c'est-à-dire une économie où finalement différents acteurs complémentaires permettront de répondre là où aucun seul, parce que les modèles ne le permettent pas, ne pourra répondre demain. Et dernière question avant de passer à la prochaine, prochaine étape. Une question de Marine, c'est comment on peut positionner les fondations dans cette réflexion sur les modèles socio-économiques? Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'acteurs d'un intérêt général? Alors, bien sûr, par définition même, et heureusement, les fondations sont d'intérêt général. Alors, il y a deux natures de fondations très, très différentes. Il y a les fondations opératrices, et pour les fondations opératrices, on peut se rapprocher finalement du même modèle que le modèle associatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de plus en plus de structure d'intérêt général, parce que pour les fondations opératrices, finalement, quand vous voyez la fondation d'Auteuil, bien évidemment, elle se rapproche complètement d'un modèle comme celui du Secours catholique ou du Secours populaire, par exemple. Donc le statut n'est pas déterminant là-dedans. En revanche, il y a une autre catégorie de fondations, ce sont bien évidemment les fondations redistributrices, voire les fondations abritantes, encore une troisième fonction, mais qui, elles, ont le rôle inverse, celle finalement de financer, de contribuer, et quand je dis de financer, d'apporter des moyens, parce que, par exemple, sur les fondations d'entreprise, on voit que de plus en plus, au-delà du financement, ça va être le mécénat de compétences qui va être un enjeu absolument majeur. Donc, ce qui est très intéressant dans le monde des fondations, et c'est en cela que il y a un véritable intérêt, c'est que à la fois, on a une logique plutôt de receveur de fonds pour un projet d'intérêt général, et là, ce sont les fondations opératrices, où on peut avoir une logique de donneur finalement de fonds, de moyens et d'aider à co-construire des solutions. Et donc c'est en cela que le monde des fondations est vraiment un monde extrêmement intéressant. On travaille de la même façon qu'on travaille avec l'AFF, on travaille très historiquement parlant avec le Centre français des fonds et fondations sur justement cette double position des fondations, puisqu'elle est effectivement à la fois très proche du secteur associatif d'intérêt général pour celles qui sont opératrices, et puis très proche des investisseurs, ce que nous appelons avec la Caisse des dépôts les investisseurs sociétaux, c'est-à-dire ceux qui peuvent apporter des moyens pour développer, qui est une autre catégorie. Et là, le modèle économique de ces acteurs-là, il est assez simple, puisque comme ce sont des moyens qui sont mis à disposition des autres, finalement, ce sont eux qui assurent leur propre modèle socio-économique. Donc, les fondations opératrices, s'il fallait les positionner dans notre logique, elles sont les fondations redistributrices, elles sont par définition un modèle M1, c'est-à-dire finalement, ce sont ces membres qui constituent, je pense aux fondations d'entreprise, c'est l'autonomie des membres, bien évidemment, puisque c'est eux qui donnent les fonds pour pouvoir non seulement pour redistribuer, mais aussi pour agir. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les fondations redistributrices, le rôle, finalement, n'est pas seulement d'être un bailleur de fonds, d'être un distributeur d'argent, mais bien d'accompagner, de pouvoir aider à se transformer. On parlait, et on en parlera tout à l'heure, grâce au travail que fait l'AFF sur des formations, etc. Toute cette logique-là, de plus en plus, les fondations redistributrices ont compris que leur rôle est d'aller bien au-delà de se financer des fonds, et bien au-delà même
d'aller mettre des moyens, c'est aussi celui de mettre en lien, c'est aussi celui de justement de financer de la formation, de l'ingénierie. Pourquoi aider le projet à se consolider? Donc, typiquement, si nous sommes sur des fondations opératrices, nous sommes sur le modèle, j'allais dire, les 4 derniers modèles, et si nous sommes sur une fondation opératrice, nous sommes par définition sur le modèle M1. Alors, avant de laisser la parole à l'AFF, dernier point, c'est finalement très opérationnellement, quels sont les leviers qui peuvent être activés? Donc, il y a de grands types de leviers, soit on va essayer de baisser les coûts, soit l'objectif c'est d'augmenter les revenus. S'agissant des coûts, il y a trois possibilités. Soit on souhaite optimiser les coûts et les réduire. Et en fait, dans le secteur associatif, finalement, c'est un levier qui n'est pas forcément le plus pertinent parce que c'est un modèle, le secteur associatif est déjà assez efficient comme ça. En revanche, il y a 2 autres leviers qui sont très intéressants. C'est ce qu'on appelle les coûts évités, c'est-à-dire les faire financer par d'autres lorsque, par exemple, pour un événement, on vous met une salle un de vos partenaires met une salle à disposition. Donc, ça permet d'éviter des coûts. Et puis aussi une logique de mutualisation de moyens, c'est-à-dire que vous faites avec d'autres. Donc, il y a tous les leviers RH de compétences et puis d'alliances que vous pouvez développer qui sont très intéressants pour agir sur les coûts et les faire diminuer. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les leviers, les 4 leviers qui vont vous permettre d'agir sur le financement. Donc, d'abord, les cotisations, et là, c'est bien dans les contributions des membres qui n'ont pas, on va le voir tout à l'heure avec des grands chiffres, mais qui n'ont pas une tendance à évoluer. Ensuite, il y a des financements publics. Et on va le voir, ils ont évolué également en termes de nature. Et puis, les revenus d'activité. Donc, c'est vraiment dans une logique de valorisation des savoir-faire de l'association. Et enfin, ce qu'on appelle la diversification des fonds privés, où là, on va avoir plusieurs choses, c'est-à-dire la possibilité de faire appel à des fonds solidaires. Donc, on est vraiment dans une logique d'investisseurs solidaires. Et puis, on aura aussi la possibilité de développer des partenariats, notamment avec les entreprises qui vont vous permettre donc d'agir en complément. Et puis, toutes les logiques de grands donateurs, de donations, de legs, de générosité vers le public. Donc, différents leviers qui permettent à la fois d'agir sur le financement, mais également de ne pas oublier tous ceux qui vont vous permettre de réduire les coûts, en tout cas de les optimiser. Juste un tout petit zoom sur les partenariats entreprises pour insister que la relation entre les entreprises et les structures d'intérêt général évolue justement et que on parlait tout à l'heure d'économie impact, on voit bien que plus ça va, plus il y a des liens qui s'établissent et donc de bien prendre en considération qu'il y a bien 4 modes de partenariat complémentaires. L'historique qu'on connaît tous et qui est très, j'allais dire, très important et qui continuera à se développer, nous le souhaitons tous, qui est celui du mécénat, bien évidemment, où là, un acteur économique donne sans contrepartie un financement ou des ressources humaines ou matérielles à un projet d'intérêt général. Il y a aussi, de l'autre côté, des partenariats plus économiques, eux, qui sont sur les compétences, avec les pratiques responsables. Je pense aux associations de handicap ou d'insertion ou environnementales qui vont aider l'entreprise à se transformer. Donc là, on est dans une autre nature de partenariat. Hein. On est typiquement dans du sponsoring, dans de la prestation de services, dans d'autres formes où là, c'est l'association qui va aider l'entreprise à progresser. Nous sommes aussi dans une 3e catégorie de partenariats qui se sont développés depuis une décennie, qui sont celles de coopération économique. Donc là, on est bien dans les acteurs économiques d'utilité sociale, on n'est pas dans les structures d'intérêt général, mais typiquement dans les joint ventures sociales qu'on voit émerger aujourd'hui, on peut citer celle entre Ares et XP, ex-Norbert d'Entresangles, sur plateforme logistique employant exclusivement des personnes en situation de handicap et des personnes en insertion. Et puis la 4e partie qui, elle, est intéressante parce qu'on revient dans un mix intérêt général et économique, c'est celle des partenariats de R&D sociétal. Et pourquoi est-ce que là, on est bien dans l'intérêt général? Parce que en fait, c'est un peu comme l'INSERM, on ne sait pas encore exactement ce sur quoi on va atterrir. Et donc là, il y a une vraie recherche en commun, une vraie volonté à la fois d'entreprises et d'associations d'intérêt général de travailler ensemble, de cheminer ensemble pour trouver une solution qui n'existe pas encore. On peut citer historiquement parlant WeMove et Renault sur les plateformes de mobilité, à un moment donné où personne ne s'intéressait encore à ces questions de mobilité. Unicité, bien évidemment, avec ses premiers partenaires sur ces sujets-là. Et c'est très important parce que ce type de partenariat-là est très différent
des partenariats de mécénat. Et là encore, je vous invite à regarder ce que seront les résultats de la mission ministérielle en cours sur les alliances stratégiques. Alors sur ces les 4 leviers de financement, quelques repères très rapidement pour dire que en termes de cotisation, finalement, le montant des cotisations n'a pas évolué très fortement depuis un certain nombre d'années. En revanche, on parlait de financement public et donc notamment la nature de financement public que sont les subventions ont fortement diminué depuis un certain nombre d'années, puisqu'en 2006 on était à 34%. Là, en 2018, lorsque le CNRS a lancé sa nouvelle étude, on est à 20%. Et puis sur les revenus d'activité, 2 types de revenus d'activité, à la fois la participation des usagers, mais également on y met les commandes publiques. Et là, depuis un certain nombre d'années, ces revenus d'activité ont fortement augmenté puisqu'on est à 66% aujourd'hui, alors que par exemple sur les commandes publiques, 24% ces dernières années, en 2006, on était à 17%. Donc on voit bien que la question des revenus d'activité a très fortement évolué. Et sur la diversification des fonds privés, finalement, c'est une source de financement qui est relativement stable depuis une dizaine d'années, puisqu'on est aux alentours de 5%. Donc tout ça pour vous dire que ces différents leviers sont extrêmement intéressants à étudier, mais attention au potentiel qu'il y a derrière, qui n'est pas forcément homogène pour chacun de ces 4 leviers de financement. Et juste un mot pour dire qu'on voit bien à travers ces chiffres que historiquement parlant, le secteur associatif était majoritairement un secteur d'intérêt général, puisque 44% seulement de ces financements revenaient de revenus d'activité et qu'on l'a fait basculer, je dis bien on l'a fait basculer, dans majoritairement un acteur économique d'utilité sociale et que cette question-là sur la liberté des associations de choisir leur propre modèle et de rester dans un modèle d'intérêt général est bien une question absolument essentielle pour vous fundraisers parce que bien évidemment ce n'est pas du tout la même mission, ce n'est pas du tout le même métier, ce n'est pas du tout le même fonctionnement et donc bien évidemment, il faut des deux, encore une fois, hein, mais de pouvoir savoir si on souhaite être une mission, un acteur d'intérêt général ou un opérateur économique d'utilité sociale est un élément majeur. Et aujourd'hui, l'État est en train de s'apercevoir que cette question-là est un sujet majeur à traiter, puisqu'on ne pourra pas faire que avec des acteurs économiques, comme on ne peut pas faire que avec des acteurs d'intérêt général. Voilà, donc on passe la parole à Laurence qui va vous présenter les outils du fundraising. Oui, alors déjà, pourquoi s'interroger sur son modèle économique quand on est un fundraiser? Est-ce que c'est au fundraiser de s'interroger, de se poser ces questions? Alors oui, évidemment, ça fait partie de votre rôle désormais, hein, de vous poser ces questions, puisque il y a principalement 3 raisons à cela. C'est d'ailleurs, voilà, Charles Benoît, vous les avez évoquées tout à l'heure. La première raison, c'est que bien évidemment, il y a une incertitude, plusieurs mêmes incertitudes liées à la réglementation du mécénat. Donc, quand on est uniquement financé par le mécénat, effectivement, c'est important de se poser les questions par rapport à l'évolution de son modèle économique. On a vu l'année dernière, donc, en 2018, il y a quand même eu une baisse de 4% des dons au global. On n'a pas encore les chiffres là pour 2019, mais globalement, ça risque d'être à peu près la même chose, ou au moins une stagnation, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit qu'un modèle basé uniquement sur la collecte de dons est très risqué aujourd'hui. Donc c'est important aussi de revoir son modèle économique et aussi d'envisager une diversification de vos ressources. Ensuite, deuxième raison, c'est pour augmenter votre impact. Aujourd'hui, c'est vrai que un fundraiser n'est plus là pour aller chercher de l'argent. Enfin, son rôle, c'est pas de trouver de l'argent. Son rôle, c'est effectivement de donner les moyens à son organisation d'avoir un impact et pour répondre aux enjeux sociétaux de plus en plus nombreux. Et ensuite, la troisième raison pour laquelle il faut effectivement s'interroger sur son modèle économique en tant que fundraiser, c'est comme le disait effectivement Charles Benoît juste avant, il y a vraiment un contexte global d'hybridation des modèles où là, il y avait avant vraiment d'un côté le secteur associatif vraiment basé sur un modèle philanthropique pur et d'un autre côté les entreprises vraiment avec un unique objectif d'avoir une rentabilité financière. Et puis, apparaît de plus en plus des modèles dits social business. D'ailleurs, à l'AFF, on a un séminaire au mois de juin
sur la collecte de fonds dans le secteur de la solidarité. Et je me souviens, donc c'était, je pense, il y a 2 ans, il y avait un atelier qui avait été animé par un de nos membres et qui nous avait montré une vidéo d'une structure, on ne savait pas laquelle au départ, qui vraiment avait pour ambition de sauver le monde. Et on s'attendait à voir à la fin apparaître le nom d'une association. Et non, en fait, c'était une entreprise qui avait aussi envie de sauver le monde. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus flou tout ça. Donc c'est important pour vous en tant que fundraiser de vous poser toutes ces questions et de bien repositionner aussi le fait que vous êtes de l'intérêt général. Voilà, comme le disait Charles Benoît, c'est très important parce que finalement, les associations parfois pensent que la concurrence vient du nombre de plus en plus important d'associations et au final, peut-être que la concurrence va venir peut-être d'ailleurs. Donc, il faut être très vigilant par rapport à tout ça. Alors ensuite, après le pourquoi, le comment, comment vous pouvez analyser votre modèle économique. Ce sont des choses assez basiques, mais sur lesquelles il faut quand même se pencher. Si vous ne le faites pas régulièrement, vous pouvez être en décalage avec tout ça. Donc, avant de démarrer votre analyse du modèle économique dans le cadre du fundraising, c'est important de le faire même au niveau global de votre structure. Donc, pour ça, il y a plusieurs outils qui existent. Donc, comme je vous ai fait la présentation de l'AFF au début en vous parlant de vision, mission, valeur, donc VMV, ça doit vous parler en tant que fundraiser, c'est vraiment les bases pour analyser sa structure. Et sur ces bases sur lesquelles vous allez après pouvoir vous appuyer pour décliner ne serait-ce que votre argumentaire, par exemple. Un autre outil, c'est le SWOT, donc c'est les forces, les faiblesses, donc ça c'est plutôt en interne, les opportunités, les menaces. Et le fait de se poser ces questions de fond, finalement, va pouvoir vous aider dans votre stratégie de fundraising et va aussi peut-être vous permettre d'identifier des nouveaux relais de croissance que vous n'aviez pas explorés jusqu'à présent. Voilà, donc c'est important de régulièrement, même si c'est un travail qui a certainement dû être fait à un moment donné dans votre structure, c'est quand même bien de s'interroger régulièrement sur tout ça pour voir s'il n'y a pas un décalage entre ce qui avait été défini il y a peut-être quelques années et finalement là où vous vous positionnez aujourd'hui. Donc j'ai pris un exemple pour illustrer la vision, parce que c'est pas toujours très clair finalement. Finalement, la vision, c'est la grande ambition de votre structure, c'est vraiment le changement de rêve de votre structure. Pour définir cette vision, il faut vous poser la question de quel est l'objectif final visé, l'idéal pour lequel vous vous battez, et puis demain, si votre travail était accompli, comment serait le monde finalement. J'ai pris l'exemple du WWF. Là, la vision finalement du WWF, c'est son grand rêve, c'est de construire un avenir où les humains vivraient en harmonie avec la nature. Donc ça, c'est sa vision. Donc vous voyez, c'est très ambitieux et c'est très, très large. Donc après, il faut effectivement redescendre au niveau des missions, où là, ça recentre un petit peu parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. La mission, c'est la raison d'être. Sa formulation doit être soignée car elle pose vraiment le cadre de votre développement. Les enjeux doivent être forts, mais quand même atteignables. Donc là, on redescend un petit peu sur terre, on va dire. Les questions à vous poser pour aider à définir votre mission, c'est à quels besoins j'ai envie de répondre. Quels sont nos grands objectifs et où sont nos priorités. Donc là, j'ai repris le même exemple. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées sur le site du WWF. Donc vous voyez, c'est important de se poser ces questions parce que c'est aussi après, il faut communiquer là-dessus auprès de vos publics. Et donc là, après, voilà, ils ont défini différentes missions, mais du coup, ça resserre un petit peu. Donc, c'est notamment, ils souhaitent que les espèces les plus emblématiques et en voie de disparition soient préservées, et qu'elles puissent évoluer librement dans la nature. Ensuite, ils veulent aussi militer pour le renforcement de l'intégrité des forêts, notamment pour le bien-être qu'elles procurent. Ils se battent aussi pour préserver le système alimentaire pour qu'il soit durable et aligné avec les critères de santé alimentaire. Et ils ont aussi un engagement concernant la diminution des émissions de
carbone. Donc ça cadre un petit peu, ça resserre un petit peu par rapport au grand rêve initial qui était de faire en sorte que la nature devienne plus harmonieuse et l'être humain. Voilà. Donc ça c'était pour la mission. Et ensuite les valeurs. Donc là c'est votre façon de faire, c'est votre façon d'être, quelque part c'est un peu votre cadre moral. Donc ça peut aussi être une manière aussi de définir ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire, et notamment dans le cadre de partenariats, les partenariats que vous êtes prêts à accepter ou pas. Si on prend effectivement l'exemple avec Greenpeace, qui lui aussi est sur le secteur de la protection de l'environnement, j'ai pas pris les valeurs, mais je pense que ça doit être très différent de WWF, qui lui est très ouvert au partenariat avec les entreprises, alors que Greenpeace, lui, veut essentiellement vivre du financement de ses adhérents, finalement, et ne veut pas avoir de partenariat avec des entreprises, justement parce que pour avoir cette liberté de dénoncer leurs agissements néfastes sur l'environnement. Donc ça, c'est voilà, une première étape pour analyser votre modèle économique. Donc, et la deuxième étape, donc le SWOT. Donc il faut se poser la question sur l'interne et l'externe. Donc en interne, du coup, ce sont vos forces et vos faiblesses. Par exemple, ça peut être une force d'avoir des donateurs très engagés. Par contre, ça peut être une faiblesse d'avoir un conseil d'administration qui n'est pas très impliqué. Donc ça, c'est pour les forces et faiblesses en interne. Et ensuite, en externe, ça peut être, il peut y avoir des opportunités qui se créent, donc qui sont indépendantes de votre volonté. Par exemple, l'actualité peut mettre votre cause sur le devant de la scène. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui avec ce qui se passe en Australie, où du coup, effectivement, toutes les questions d'environnement qui étaient déjà beaucoup plus mises en avant ces derniers temps, là le sont encore plus. Donc ça peut être une opportunité aussi pour votre organisation de communiquer sur les actions que vous menez en lien avec ces actualités-là. Et une menace en externe, donc ça peut être par exemple si vous collectez auprès de beaucoup d'entreprises qui sont dans un secteur en crise, là effectivement c'est compliqué pour une entreprise aussi de continuer à être mécène d'une association si par ailleurs elle doit procéder à des licenciements de masse. Donc ça peut être une menace pour votre structure. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de diversifier vos ressources, puisque ça vous permet de limiter tous ces risques-là que vous ne maîtrisez pas forcément. Ensuite, dans le fundraising, on parle effectivement de modèle économique. Alors, c'est pas exactement le même modèle économique qu'évoquait le Rameau. Quand on parle de modèle économique dans le fundraising, donc on parle surtout de collecte de fonds, basé sur la collecte de fonds. Alors dans l'idéal, effectivement, un fundraiser aimerait bien pouvoir solliciter tous les types de donateurs, les donateurs qui vont faire un don peu important, comme les grands philanthropes qui vont faire un chèque énorme. Mais dans la réalité, c'est quand même assez compliqué de pouvoir s'adresser à toutes les typologies de donateurs. Donc il faut prioriser à la fois en fonction de vos objectifs de collecte, à la fois en fonction de votre écosystème. Effectivement, si vous êtes très peu en lien avec les entreprises, ça va peut-être pas forcément être la première cible à aller voir, en tout cas pas prioritairement. Et ensuite aussi prioriser en fonction de vos moyens, bien sûr, en fonction de vos moyens humains, financiers, en termes de temps. Si on est sur les grands donateurs, c'est quand même sur du long terme. Il faut prendre le temps de passer du temps justement avec ces donateurs-là. Donc, est-ce que vous en avez la capacité? Parce que c'est pas le tout de dire je vais me lancer sur les grands donateurs parce que ça va rapporter beaucoup et voilà. Il faut pouvoir le faire, et puis il faut aussi avoir les compétences, et c'est là où effectivement l'AFF intervient pour vous accompagner dans cette montée en compétences. Alors concrètement, pour construire votre modèle économique, donc c'est par exemple pour déterminer si vous avez 100 000 euros à collecter. Bon déjà, pourquoi justifier, pourquoi vous avez besoin de collecter 100 000 euros, à quoi ça correspond, je pense que c'est une première étape. Et alors du coup, si vous avez besoin de collecter 100 000 euros, est-ce que vous allez plutôt aller chercher 10 donateurs à 10 000 euros
ou plutôt 10 000 donateurs à 10 €. Donc ça, c'est effectivement une question à se poser. Et pour ça, on a un outil qu'on utilise beaucoup dans le fundraising, c'est la pyramide de dons. Au sommet, en fait, la pyramide est inversée, puisqu'il y a la pyramide que vous voyez en orange, c'est la pyramide des donateurs, donc en nombre de donateurs, et la pyramide en jaune, c'est la pyramide des dons, donc des montants collectés. Et c'est un peu comme dans tout secteur, hein, on va dire la loi des 80-20, effectivement, là c'est 70, mais après c'est un exemple, hein. Peut-être que votre pyramide des dons n'est pas du tout la même, mais grosso modo, on sait très bien que même dans le secteur marchand, 80% de vos clients vous apportent 20% de vos recettes. Enfin, c'est un peu la même logique. Donc du coup, au sommet, on a vraiment les donateurs stratégiques, quoi. Ils sont très peu nombreux, mais ils ont vraiment un impact important sur votre structure. Donc il faut vraiment travailler votre fidélisation de ces donateurs-là, c'est très important. Donc on est vraiment dans une approche one-to-one. Au milieu, vous avez les middle donateurs, on va dire. Donc là, ça peut potentiellement devenir d'ailleurs des grands donateurs, des donateurs plus stratégiques. Mais là, pour l'instant, ils font des dons certes plus importants que les dons simples, mais pas encore dons majeurs. Mais il faut les cultiver parce que potentiellement, s'ils ont aussi une capacité financière qui leur permette de faire des dons plus importants, là peut-être qu'ils sont en phase de test avec vous pour voir si déjà ils sont satisfaits de la relation que vous avez et de l'impact des dons qu'ils font déjà. Et donc après, à la base de la pyramide, vous avez vraiment c'est plutôt des montants plus faibles, mais finalement l'impact est créé par la masse que ça représente, hein. Si on prend effectivement l'exemple de l'AFM Téléthon, ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc voilà, ça c'est la pyramide. Donc je vous invite vraiment aussi à essayer de construire votre pyramide si vous n'en avez pas déjà, parce que ça peut permettre vraiment de voir où vous en êtes et de voir, est-ce que si vous avez déjà bien travaillé votre base, vous pouvez aussi du coup vous attaquer aux middle donateurs et puis pourquoi pas par la suite aux grands donateurs. Donc après, tout le monde ne fait pas du grand don, hein. C'est aussi en fonction de votre propre écosystème et de vos objectifs, comme je le disais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de structures qui se dirigent davantage vers les grands donateurs aujourd'hui, ou vers les legs, quand ils sont en capacité de collecter des legs, par exemple, qui ont beaucoup progressé depuis 10 ans. Et voilà. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meilleur modèle ni de meilleur type de donateur finalement. Chaque approche a ses propres règles, son rythme, ses coûts et ses exigences. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se poser des questions pour définir votre modèle économique. Et ensuite, donc, si on parle de diversification des ressources, vous pouvez aussi très bien intégrer à ce modèle économique en lien avec la collecte de fonds, pourquoi pas la vente de certains produits ou services. Vous avez des talents, vous avez des choses que vous savez très bien faire, et ça peut même intéresser certaines entreprises. Et plutôt que de leur demander un don, vous pouvez très bien intervenir en tant que consultant expert sur ces questions-là. Donc pour être vraiment dans un modèle gagnant-gagnant. Il y a certaines entreprises qui peuvent pouvoir vous solliciter pour organiser des formations chez eux, par exemple, ou vous pouvez aussi vendre des produits dérivés ou ce genre de choses, ou des produits partage. Il y a plein de choses à faire, en fait, c'est ce que disait Charles Benoît, effectivement, c'est la richesse du secteur associatif, c'est que vous avez beaucoup plus d'options finalement qu'une entreprise classique. Donc il faut explorer toutes ces pistes. En conclusion, je dirais que, sur cette partie des outils, je dirais que les relations partenariales évoluent énormément. La semaine dernière, on lançait à l'AFF un groupe de travail avec les fundraisers qui sont plus particulièrement en charge des relations avec les entreprises. Et ils ont tous fait part de cette demande de plus en plus forte des entreprises. D'ailleurs, ils ont même pas mal d'appels entrants apparemment chaque semaine sur ces questions-là. Est-ce que vous pouvez organiser une journée solidaire pour mes salariés? Parce qu'effectivement, on voit, et pas seulement que les jeunes générations, mais tous les salariés sont en attente
en quête de sens dans ce qu'ils font, et tout le monde ne travaille pas dans le secteur associatif, donc ils ont envie de trouver aussi du sens au sein de leur entreprise, et le fait pour une entreprise de pouvoir proposer à ses collaborateurs de se rapprocher justement d'associations et de passer une journée ensemble, ou voire même plus au travers du mécénat de compétences, quelque part c'est une manière pour l'entreprise de répondre à cette attente-là de leurs collaborateurs, sauf que les associations ne sont pas là ce sont pas des agences événementielles comme me disaient certains fundraisers, donc ils sont pas là forcément pour organiser vos team building solidaires, même si ça peut être une première manière de collaborer, mais les associations ont quand même aussi besoin des entreprises pour leur engagement aussi financier. Donc, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de ça, justement. Donc, il y a effectivement beaucoup de questions par rapport au fait de refuser ou d'accepter finalement. Donc, on va continuer à travailler avec ce groupe de responsables du mécénat pour voir un petit peu comment justement travailler en bonne harmonie avec les entreprises et comment répondre aussi à leurs demandes, tout en gardant en fait en tête que l'idée c'est quand même de financer surtout les projets de l'association. Ensuite, on voit aussi que le fundraiser est de plus en plus à l'étroit dans cette fonction de collecteur de fonds. C'est vrai qu'on n'utilise pas trop le terme de collecteur de fonds, on dit plutôt fundraiser. Mais on voit que de toute façon, les fundraisers se retrouvent plus trop dans cet intitulé-là finalement. Et on voit qu'on évolue davantage vers une fonction de responsable du développement des ressources. Donc c'est beaucoup plus large finalement que juste aller chercher des sous, hein. On n'est plus là depuis longtemps. Et donc c'est pour cette raison qu'effectivement les fundraisers ont un rôle majeur à jouer dans la prise en compte de tous ces aspects-là, au-delà de la simple entre guillemets, parce que ce n'est pas simple, collecte de fonds. Voilà ce que j'avais à dire sur ces questions-là. Eh ben, merci beaucoup Laurence, je vois que le temps passe. Oui. Ce qu'on souhaitait aussi dire, c'est que dans notre partenariat, c'est une première étape, hein, puisque déjà il y a la seconde, ça va être le 12 mai où il y a un grand colloque qui va s'organiser sur ce thème du modèle socio-économique, et puis probablement aussi que entre nous, on aimerait peut-être connaître plus vos besoins, donc on va s'organiser pour justement mieux comprendre vos besoins sur cette question du modèle socio-économique et voir ensemble avec AFF et le Rameau comment on va pouvoir y répondre. Donc très rapidement également, si vous souhaitez aller plus loin sur la question des modèles socio-économiques, quelques outils qui sont à votre disposition. Un centre de capitalisation des travaux du Rameau sur la question donc dédiée des modèles socio-économiques. Tous ces travaux-là sont évidemment accessibles en open source et vous avez l'adresse qui est en dessous. On vous enverra également le support. Et puis, deuxième outil numérique qui est la plateforme pédagogique qui a été développée par le CRDLA Environnement qui s'appelle Trajectoire socio-économique et qui vous donne accès également à des ressources, mais aussi à des tutos, à des petites vidéos très concrètes pour mettre en œuvre leur modèle socio-économique. Donc, écoutez, merci à tous. Merci Laurence. Hein. Merci à vous. Et puis, évidemment, merci Charles Benoît. Merci à vous. Juste un dernier mot. Vous trouverez en particulier sur le centre de ressources numériques un autodiagnostic sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Je vous invite vraiment à le regarder parce que ça pose les bonnes questions et je pense qu'aujourd'hui, cette question du modèle socio-économique, plus que jamais, ce sont les structures d'intérêt général qui peuvent nous éclairer. Donc, merci à vous d'avoir écouté ce point-là. La mission de Fundraiser est une mission essentielle pour les années à venir pour pouvoir faire en sorte que nos structures d'intérêt général soient bien consolidées. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.